clients. Vous savez qu'en fait, EDF, en fait, il y a différentes grandes directions. Marc Benayoun est le patron COMEX du pôle client et notre objectif, c'est d'appuyer notre raison d'être, d'accompagner l'ensemble de nos clients sur la route de la décarbonation en faisant la promotion et en développant des solutions qui leur permettent de réduire leurs émissions de carbone. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va passer 3/4 d'heure ensemble pour parler des nouveaux usages. C'est vrai qu'il y a un regain, alors même si la décarbonation est au cœur des activités d'EDF, finalement les accords de Paris et même avant cela, il est dans les gènes, je dirais, de la création d'EDF de réaliser finalement, de faire la promotion des usages les plus performants et j'espère que vous allez voir au travers de cette présentation que les usages de l'électricité, notamment, sont particulièrement performants. C'est vrai qu'on a connu un contexte il y a quelques mois, avec des difficultés de production. Aujourd'hui, c'est vraiment derrière nous. En métropole, on produit, beaucoup d'électricité qui est disponible, et pour autant on continue, d'importer énormément de combustible et c'est un peu contre cet état de fait qu'on lutte en faisant la promotion des usages électriques. Alors je vais vous proposer de partager une présentation qui est essentiellement axée, sur, la mobilité, puisqu'il y a des grands enjeux d'électrification de la mobilité. Mais, peut-être en avant, propos, je vais commencer par parler, plus globalement des usages, électriques, en quelques minutes. Je ne sais pas si vous voyez bien ma présentation? On l'a parfaitement, hein. Très bien. Très bien, parfait. Alors, attendez, hop, voilà, très bien. Hem, En fait, il y a les grands domaines, dans lesquels on voit apparaître, l'électrification. C'est d'abord le transport. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet parce que c'est vraiment la thématique de notre rencontre, ce soir. Il y a aussi, évidemment la thématique de l'industrie. C'est vrai que, l'Europe, a lancé un certain nombre d'initiatives pour préparer l'industrie pour, qu'elle, arrive à passer dans l'ère économique du post-carbone. Et aujourd'hui, on fait le constat qu'il y a énormément de solutions qui aujourd'hui sont complètement matures pour électrifier, une industrie qui finalement, un peu par habitude, a conservé l'usage des fossiles et surtout du gaz, pour produire, sa chaleur. Il y a dans les 400 TWh utilisés par l'industrie, il y a 225 TWh uniquement pour, produire du chaud. Et cette chaleur, notamment cette vapeur, on peut tout à fait imaginer, la produire avec des systèmes, électriques. On essaye évidemment de privilégier au maximum les pompes à chaleur, hein, qui ont des niveaux de performance, très, très bonnes, qui permettent de faire beaucoup de récupération, hein. Juste un chiffre sur les 225 TWh en France métropolitaine consommés par l'industrie, il y en a 100 TWh, vous voyez une très, très large proportion qui est rejetée en énergie, fatale et donc aux petits oiseaux tout simplement et les pompes à chaleur ont cette vertu de pouvoir récupérer cette énergie pour la réinjecter, la rendre réutilisable et on a fait beaucoup de progrès dans ces domaines, notamment dans le domaine des pompes à chaleur très haute température. Mais on voit aussi apparaître, on travaille avec des équipementiers, des constructeurs automobiles qui, ont l'ambition de convertir leurs forges, qui tournent au gaz aujourd'hui, avec des systèmes résistifs qui sont finalement beaucoup plus performants et qui ont des niveaux de qualité de produit qui sont, bien supérieurs. Finalement, c'est des c'est des systèmes dont on fait la promotion depuis longtemps, mais aujourd'hui avec les enjeux de décarbonation, parce que les entreprises sont évidemment assujetties à un certain nombre de réglementations dans ce cadre-là, eh bien, elles regardent avec beaucoup d'attention ces solutions. Évidemment, les usages électriques dans le bâtiment se déploient. J'imagine que, en Guyane, vous avez, évidemment plutôt de la climatisation. En France métropolitaine,
C'est plutôt le chauffage qui est le principal usage du bâtiment et là aussi les pompes à chaleur, apportent finalement, à la fois de la performance, puisqu'on est à des rendements de 300 à 400 hein. C'est vraiment pour 1 kWh d'électricité, on peut avoir, 2, 3, voire 4 kilowattheures de chaleur, mais c'est aussi des systèmes qui ont la capacité d'être réversibles et sont beaucoup plus performants dans ces cadres-là que des climatisations mobiles que finalement on peut s'acheter pour passer, certains pics de chaleur, avoir une solution qui est intégrée et bien dimensionnée et beaucoup plus efficace. Et puis il y a de nouveaux usages, hein, et là j'ai mis une photo d'un data center. On voit, le développement de l'intelligence artificielle et des solutions numériques qui sont extrêmement consommatrices, d'électricité. On fait le constat effectivement qu'il y a de plus en plus d'usages et bien, en fait, on lutte, je dirais, pour que finalement ces fermes numériques, elles viennent s'installer là où on produit de l'électricité, non carbonée, et par rapport à d'autres zones, dans le monde et bien sûr, c'est aussi dans ce domaine-là qu'on intervient pour, proposer, finalement une énergie, bas carbone qui, permet globalement d'être moins émetteur, au niveau planétaire. Alors je vous propose de rentrer, dans le domaine de la mobilité. Alors vous allez me pardonner, je connais mal le département de la Guyane. Je je pense que territoire en tout cas, vous saurez peut-être m'apporter des compléments ou des visions différentes. Je l'ai perçu, au travers de ce rapport qui date de 2018, alors, qui donne quelques grands chiffres. Alors effectivement, Roland, m'a partagé des éléments un peu plus récents, mais les choses n'ont pas énormément évolué, hein. Ce qu'il faut retenir sur le territoire de la Guyane, on a à peu près un parc de 100 000 véhicules qui est aux 2 tiers, sont des voitures particulières et puis le reste des véhicules utilitaires légers. On voit quelques poids lourds, qui assurent, finalement le transport de marchandises, voire, aussi quelques bus, mais c'est vraiment l'apanage de la voiture particulière et du véhicule utilitaire léger et avec un parc qui se renouvelle, je dirais, presque à l'équivalent de ce que l'on peut trouver en métropole, hein, puisqu'on a à peu près 7 000 véhicules neufs qui sont immatriculés, chaque année, hein, en Guyane. Donc, on voit bien qu'on est sur finalement un temps de renouvellement du parc puisqu'on a 7 de voilà un peu aux alentours de 7 de taux de renouvellement chaque année. Bah, on est sur, un renouvellement à 15 ans, ce qui est assez logique et c'est d'ailleurs pour ça que l'Europe a fixé, finalement cette date de 2035 comme une date butoir pour l'arrêt de la vente de véhicules thermiques, ce qui va permettre finalement au parc de se renouveler et puis d'atteindre finalement un parc qui soit totalement bas carbone à 2050. Alors c'est vrai que c'est le transport, c'est une source d'émissions de CO2 très importante, mais c'est surtout, évidemment un poste d'importation, très élevé. On voit que c'est 120 000 tonnes de carburant qui sont importées sur le territoire de la Guyane, chaque année. Donc c'est à peu près, si on fait très grossièrement, c'est 300 millions d'euros. À l'échelle de la France métropolitaine, hein, c'est 64 milliards de dépenses pour ce qui concerne tous les fossiles. Donc vous voyez qu'en fait, on a une dépendance très élevée, aux fossiles qui nous met en risque finalement sur, la pérennité de notre économie et dans le même temps, l'année dernière et ça c'est évidemment une vision métropolitaine, on a exporté, 89 TWh d'électricité, ce qui prouve bien que sur le territoire, on produit, beaucoup d'électricité, ce qui est l'équivalent de la Belgique et alors vous pourrez avoir ce débat sur finalement, privilégier des énergies qui sont produites localement et notamment, par des énergies renouvelables, à comparer à finalement ces importations de fossiles, qui mettent, sous dépendance, l'économie du territoire.
Quelques chiffres encore, ça pourra vous donner finalement, une meilleure compréhension des enjeux. 1 400 000 kilomètres parcourus, hein, en Guyane, donc les distances moyennes en interurbaines sont de 27 kilomètres. On voit bien que finalement le réseau est assez peu développé, surtout côtier avec des des distances qui sont raisonnables, finalement entre les différentes villes et puis une distance moyenne dans l'urbain de 2,5 kilomètres, finalement des distances qui peuvent être tout à fait, envisageables avec des modes de transport, bas carbone, notamment électriques, pour venir justement, effacer ces 300 000 tonnes de CO2 qui sont, émis chaque année. Peut-être je vais faire une petite parenthèse justement, ça me permet puisque dans ce rapport, il était, indiqué les consommations, moyennes et on va pouvoir comparer parce qu'on c'est quelque chose dont on perçoit peut-être pas forcément, l'impact, mais vous voyez qu'il est établi ici dans cette planche que la consommation, moyenne d'une voiture particulière, c'est, 5,7 litres au 100, hein, puisqu'on est souvent sur de l'interurbain avec des vitesses qui sont assez modérées. Ça représente, je vais faire un rapide calcul, 50 kWh d'énergie, consommée pour 100 kilomètres et on le verra tout à l'heure. Une voiture électrique, on est plutôt, dans les mêmes conditions de roulage à 17 kWh. Donc, vous voyez qu'on est plutôt entre 3 et 4 fois moins de consommation d'énergie. Et ça tout simplement parce que le moteur électrique est extrêmement, à un rendement, très proche de 100 alors qu'un moteur thermique ne convertit qu'une petite partie de l'énergie, qui a été, brûlée dans le moteur. On le voit bien, ça une grande partie de l'énergie part dans le pot d'échappement, et puis dans la chaleur qui est dissipée par le radiateur. Donc évidemment, le fait de passer d'un usage, thermique à un usage électrique, dans le cas présent, vous voyez qu'on réduit, très, très fortement les consommations, d'énergie. C'est d'ailleurs aussi le cas pour les pompes à chaleur puisque, en fait, c'est le cycle thermodynamique permet d'avoir des rendements de 300 à 400. C'est-à-dire que, dans une maison, au lieu de consommer, je sais pas, 10 mégawattheures pour le chauffage, alors c'est plutôt des chiffres métropolitains, mais avec une pompe à chaleur, on divise ce chiffre par 3 ou par 4. Donc, la substitution ce qu'il faut retenir, c'est que la substitution, des systèmes, fossiles par des systèmes électriques, induit, très généralement, une baisse de la consommation, évidemment une baisse, des émissions qui sont, très importants, hein, si tant est que le kilowattheure, électrique soit produit avec, des des énergies bas carbone et par de fait, même il y a toujours un écart entre le prix, du gaz et de l'électricité, malgré tout, ce gain en rendement, cette réduction de consommation, joue souvent en faveur de la facture et on voit apparaître des baisses de facture, donc c'est aussi bon pour le pouvoir d'achat des ménages. Voilà, on le redit souvent parce que on a l'impression qu'on perçoit plutôt l'inverse, mais c'est bien le cas. Alors c'est vrai que la mobilité en Guyane, bah, il y a une très large part, à la mobilité dite active, la la marche et le vélo. Pourquoi? Parce que, bah, tout simplement le taux d'équipement en voiture est plus réduit qu'en métropole, hein, 58. En métropole, on est plutôt à 81. Alors je dirais que c'est plutôt un mode de déplacement qui est plutôt subi, hein. D'ailleurs, je pense que si les Guyanais, le pouvaient, ils auraient, tendance à s'équiper un peu plus en véhicules qui leur simplifieraient sans doute, la vie, mais il y a une part modale très importante pour ces modes actifs. C'est aussi évidemment à prendre en compte, parce qu'on peut avoir aussi, dans le développement de ces mobilités, ben, un peu un effet rebond, de personnes qui finalement n'étaient exclues de ces services et qui souhaitent, y accéder, bien naturellement. La dernière planche qui concerne, la vision de la mobilité, en Guyane, c'est une planche qui est établie, régulièrement par l'AVER, hein, qui est une association,
qui fait la promotion du développement de la mobilité électrique et qui a donc une portée en France métropolitaine et également outre-mer, et qui fait le point tous les mois sur l'état des charges. Et on le voit aujourd'hui, en fait, elle recense 155 000 points de recharge ouverts au public. Alors, évidemment, c'est, même si on le verra, les charges se passent essentiellement à destination, hein, soit à la maison ou au bureau. L'effet psychologique d'avoir des recharges en voirie ouvertes au public est important pour pouvoir finalement rassurer les électromobilistes et puis déclencher les achats. Donc c'est l'équipement en bande de recharge ouverte au public, c'est quelque chose qui est suivi et il est recensé donc sur les territoires guyanais, 31 stations de recharge en fin d'année dernière, avec 48 points de recharge. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier évidemment avec ces notions. Une station de recharge, bah, c'est finalement une station comme une station-service où on va pouvoir trouver un, deux, jusqu'à des dizaines pour certaines stations en métropole. Par exemple, celle de Tesla, on voit 20 ou 30 points de recharge. Donc là, en l'occurrence, on est plutôt à une voire deux points, voire deux points de recharge par station. Alors ça peut jouer hein, d'ailleurs dans l'effet aussi psychologique, hein. C'est que une des craintes très fortes des électromobilistes, c'est de faire la queue pour pouvoir se recharger. Et donc d'avoir des stations qui puissent offrir plusieurs points peut jouer beaucoup dans le développement de la mobilité. Et puis on constate que quand on fait le cumul des puissances sur ces 48 points de recharge, on est à une moyenne de 17 kilowatts. Et c'est quelque chose qui sera important aussi de capter dans les niveaux de puissance qui sont proposés, parce que évidemment, ce qui va être important dans le développement de la mobilité, c'est d'avoir à la fois des véhicules qui répondent aux usages, c'est bien évidemment, mais aussi avoir des infrastructures de recharge qui répondent à la fois aux usages et aux capacités des véhicules. Alors, je vois pas du tout s'il y a des mains levées ou des questions qui sont dans le chat parce que je partage mon écran. Je peux faire une petite pause. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport à cette première partie? Bon, alors, jusqu'à présent, c'est vrai que les gens posaient plutôt les questions à la fin, une Très fois bien. que l'intervention Alors, était terminée. Bon, très bien. donc, Alors, je en tout cas, continue. je te rassure, pour l'instant, il n'y a pas de questions qui ont été posées dans le chat, mais si éventuellement des questions sont posées durant ta présentation, je n'hésiterai pas à t'interrompre. Parfait. Alors, je regarde l'heure pour quand même justement laisser un peu de temps aux questions à la fin. Donc, je vais adresser la mobilité sur trois secteurs. D'abord pour les particuliers, les entreprises et le transport lourd. Puisque en fait, évidemment, la mobilité, ça touche ces trois secteurs-là, mais avec des visions un peu différentes. Alors pour les particuliers, ça va me permettre de balayer un certain nombre de points un peu basiques. Donc je vais aller assez vite parce que peut-être que vous les connaissez. C'est vrai que on a l'habitude de segmenter la recharge dans plusieurs typologies de situations. On va la trouver évidemment à la maison, hein, où on gare son véhicule électrique, si on peut le faire. On va le retrouver à destination, souvent en entreprise, à des centres commerciaux, dans des parkings, et puis on va pouvoir le trouver, ce qu'on appelle en itinérance, soit en voirie. Alors, quand on dit en voirie, on peut se dire, bah, soit je vais m'arrêter pour me recharger, et puis j'en profiterai pour faire des courses, ou alors à l'inverse, bah, je fais des courses et puis j'en profite pour me recharger. Donc c'est un peu mix, mais en station-service, en règle générale, on n'a qu'un objectif pour s'y arrêter, c'est de pouvoir recharger son véhicule. Donc on a ces trois grandes typologies, hein, chez soi, à destination et là où on se rend, et puis en itinérance. Et donc à chaque fois, on va adresser finalement des besoins de puissance de recharge qui seront très différents dans chaque cas et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Peut-être aussi sur les aspects autonomie. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir conscience que les autonomies des véhicules électriques se développent. Malgré tout, ça reste quand même un sujet
de compréhension et quelquefois même d'appréhension, hein. On voit sur ce tableau avec une Zoé, ce calcul a été fait il y a quelque temps avec une Zoé avec 40 kWh de batterie. Maintenant, on est plutôt à 50 et les batteries ont plutôt tendance à augmenter vers 60 voire 80 kWh. Mais voilà, pour une Zoé de 40 kWh, on pourrait se retrouver en plein été, en tout cas dans des conditions. Alors je sais que vous avez des conditions qui sont à peu près constantes de toute l'année, mais en l'occurrence sur route, voilà, on est à 300 km et puis dès qu'on est sur l'autoroute, on est à 180 km et en métropole, bah, dès qu'on est en hiver, on a le chauffage qui vient gréver encore l'autonomie. Et donc, souvent, c'est un facteur d'anxiété, hein, pour les électromobilistes d'avoir une vraie compréhension, appréhension de l'autonomie dans toutes les conditions de circulation, mais c'est ça pour autant qu'il faut avoir en tête. Au niveau des charges, on va trouver plusieurs typologies de charges, hein. On a, à la maison, souvent des prises renforcées. Alors, quelquefois même, on utilise ce cordon-là pour le brancher sur une prise, je dirais domestique, ce qu'on déconseille, hein, parce que en fait, on est sur des ampérages, qui peuvent, même si les prises domestiques peuvent l'accepter, on a quand même des difficultés et il y a des échauffements possibles si les prises ne sont pas renforcées. Alors, en règle générale, les cordons, sont équipés de systèmes qui permettent de détecter si la prise est renforcée ou pas et donc de réduire la puissance de charge. Et puis, quand on est sur des charges, de plus forte puissance, on a différents modèles. On a la charge, AC là que l'on voit donc, en courant alternatif. On peut monter jusqu'à 43 kilowatts et puis on bascule dans le monde du courant continu avec, les prises CHAdeMO qui est un standard, japonais qui a tendance à disparaître et puis les combos CCS qu'on voit tout à droite en bas, qui peuvent eux monter jusqu'à 350 kilowatts. Donc là, on est sur du courant continu, donc qui nécessite alors comme la voiture, elle a une batterie en courant continu, la borne, elle aussi, est en courant continu et donc c'est là où on peut avoir le plus de puissance possible, mais ce sont des bornes évidemment qui coûtent beaucoup plus cher à l'installation. Ça permet évidemment d'avoir, bah, des temps de charge, qui peuvent être très, très différents, hein. Si on garde toujours notre Zoé, de 40 kilowatts, alors 40 kilowattheures, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on est entre 200 et 300 kilomètres pour recharger complètement, la Zoé. Bah, si on est à la maison sur une prise domestique, bah, on va mettre 22 heures, hein, c'est quand même très, très long. Alors c'est pour ça qu'on passe sur des charges avec, au moins des prises renforcées qui permettent de charger en 10 heures, donc en une nuit. Et puis si on est, en itinérance et bien, en fait, on va aller se recharger. Alors la Zoé, en l'occurrence, ne peut se recharger en courant continu qu'à 50 kilowatts, même si on arrive sur une borne qui peut le plus, ben, en fait, c'est elle qui va limiter et à peu près en 40 minutes, elle va retrouver, finalement, l'intégralité de sa charge. Donc entre 10 heures et 40 minutes, vous voyez que finalement, il est possible de recouvrer, une autonomie, à peu près dans toutes les circonstances et puis surtout d'adapter finalement, cette recharge aux besoins quand on est, sur, une utilisation classique, urbaine. Je veux dire, on fait une recharge par semaine. Elle peut durer une nuit, ça n'a pas beaucoup d'importance et puis quand on souhaite se déplacer sur une journée, faire un aller-retour, de 300 kilomètres, ben, on peut avoir la possibilité de trouver une borne de recharge rapide et puis en 20 minutes de retrouver, une centaine de kilomètres d'autonomie. Mais malgré tout ça, finalement, quand on regarde, les études d'opinion, là, c'est une étude qui a été réalisée pour la PFA, qui est l'association des constructeurs, vraiment en début d'année. Ben, il y a la perception du véhicule électrique, est pas si bonne que ça. On voit, sur les premières questions, là, les voitures 100 électriques sont une bonne solution pour lutter contre le changement climatique. Il y a que 43 des personnes qui sont d'accord avec cette affirmation.
les moins de 35 ans sont plutôt, on le voit à 60%. Et les électromobilistes, eux, sont complètement convaincus en règle générale, hein. Et donc il y a à réaffirmer le fait que utiliser une voiture électrique, c'est effectivement bon pour le climat. Alors il y a un sujet autour du cycle de vie, hein, et puis de la fabrication des batteries, mais aujourd'hui, ces fabrications de batteries se délocalisent. Elles sont, par exemple, elles sont réalisées, elles sont assemblées et produites dans des gigafactories qui sont par exemple en France, hein, qui profitent d'une électricité bas carbone. Et là, on réduit considérablement l'empreinte carbone de fabrication de ces véhicules et ils deviennent beaucoup plus vertueux. Mais en règle générale, une voiture électrique, au bout de 40 000 km, elle est favorable, elle est positive pour l'environnement, puisque en fait, en, en- en circulation, elle émet beaucoup moins de CO2 qu'une voiture thermique. Mais pour autant, voilà, les Français ne perçoivent pas ça. Ils disent que, effectivement, à l'usage, une voiture électrique revient moins cher qu'une voiture à essence ou diesel. Il n'y en a que 38% qui sont d'accord avec cette affirmation, alors que je vous l'ai dit, hein, une 17 kWh d'électricité, alors même à 30 centimes, on est sur 3 euros 100 km, alors que 6 litres au 100, on est plutôt aux alentours de 12 euros, donc on est 3 à 4 fois plus cher avec de l'essence. Donc il y a aussi un peu cette idée reçue. Alors c'est vrai, quand on est en itinérance, bah, quelquefois le kilowattheure est un peu plus cher, mais il est jamais au prix de l'essence, même quand il est à 60 ou 70 centimes, qui permettent d'amortir le coût des bornes. Donc en fait, on a quand même une opinion qui est globalement pas très bonne, hein, vis-à-vis de la mobilité électrique. Et donc, on a à travailler pour améliorer cette image et faire en sorte que, effectivement, ce soit un modèle qui soit plus adopté. Et d'ailleurs, quand on voit finalement la réponse des électromobilistes, en règle générale, quand on est passé à l'électrique, on y est quand même très, très, très satisfait de ce choix. Alors, il y a évidemment les flottes d'entreprises, sont premier chef heu, impacté, hein, par cette, transformation, cette transition vers l'électrique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est qu'il y a un retard, je dirais, dans la flotte d'entreprises pour passer à l'électrique. Là aussi, sans doute par beaucoup d'idées reçues. Et nous, on se veut absolument exemplaire dans ce domaine. Donc, on a assez tôt rejoint une initiative internationale qui a été lancée par le Climate Group, qui s'appelle EV100, qui vise finalement à rassembler des entreprises qui prennent l'engagement de convertir 100% de leur flotte de véhicules à l'horizon 2030, hein, donc c'est demain. Et nous, on a pris cet engagement côté EDF. Et en réalisant cette transformation à ISOCO complet, c'est-à-dire qu'en fait, l'engagement qu'on a pris, c'est que ça n'allait pas coûter plus cher à l'entreprise de faire la transition de ces véhicules thermiques vers les véhicules électriques. On veut aussi en faire une vitrine des solutions de mobilité pour justement accompagner nos clients en leur démontrant les vertus de cette transformation. Et pour nous, c'est effectivement pour le groupe EDF, c'est quelque chose d'assez engageant puisque la flotte compte 48 000 véhicules légers, dont la moitié sont des véhicules utilitaires, hein. Il faut vraiment, dans le domaine de l'électrification des flottes, ça on pense beaucoup aux véhicules particuliers, hein, mais il y a, pour les entreprises, bah, c'est compliqué parce que effectivement, elles ont beaucoup de véhicules utilitaires légers et il y a un vrai enjeu de pouvoir convertir ces véhicules, d'autant plus qu'ils sont, vous voyez, répartis très largement sur plus de 2000 sites dans 26 pays. Donc, ce sont des enjeux extrêmement importants, mais on est sur la ligne puisque on a, en fin d'année dernière, atteint notre objectif de justesse, mais on l'a atteint puisqu'on avait 17 000 véhicules électriques dans la flotte avec donc un taux d'électrification à 35,6%. On s'était engagé à un point de passage à 35%. Donc, ça
pour ça, bah, il faut effectivement il faut avoir des véhicules, mais il faut surtout, surtout, et c'est un retour d'expérience que l'on a, c'est que voilà, les métiers qui ont besoin d'avoir des véhicules qui soient opérationnels, hein, c'est très très important. Eh bien, en fait, il faut qu'on prenne de l'avance à chaque fois sur l'équipement, le taux d'équipement des points de recharge, puisque vous voyez qu'on est à 19 000 points de recharge opérationnels sur les sites, et puis aussi des bornes au domicile des salariés. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors en fait, les leviers que l'on a mis en place pour pouvoir, finalement, avoir ces excellents résultats, c'est déjà de pouvoir identifier les cas d'usage. Ça a été extrêmement important dans la démarche. C'est de se dire finalement, comment est-ce qu'on arrivait à avoir ce triptyque, pour un technicien Enedis ou de SEI ou bien de Dalkia, quel qu'il soit, ou d'EDF Renouvelable, qui puisse avoir finalement le véhicule qui soit adapté à son usage, hein. Ça peut être des 4x4, ça peut être des fourgons avec des charges assez lourdes qui aussi transportent des remorques, associé à une infrastructure de recharge qui soit complètement adaptée à son usage, s'il rentre au dépôt, s'il il rentre chez lui, et puis avoir une idée très précise des populations qui sont concernées et finalement des cas d'usage de ces véhicules. Donc, ça a été très précis. On a fait justement cette cartographie pour être en phase de dire bah, finalement, en phase de chaque cas d'usage, il y a un véhicule, une borne de recharge qui peut adresser ce type d'usage. Et on a pu ainsi construire finalement un catalogue très complet avec des essais très précis, et aussi à chaque fois fournir aux entités métiers ce TCO, hein, ce coût total d'utilisation qui est très importante puisque en fait ils ont des budgets qu'il faut qu'ils puissent tenir sur le coût opérationnel, et donc être en capacité de vérifier que le passage à l'électrique ne sera pas en défaveur de leur coût. Évidemment, il y a de la conduite du changement à réaliser auprès des salariés, des managers, avec un accompagnement qui est complètement ciblé. Alors peut-être finalement quelques leviers, là aussi je vais essayer d'accélérer un petit peu. Euh, on a un réseau avec des chefs de projet, des ambassadeurs qui permettent de partager les bonnes pratiques. On a mis en place des relais locaux, on a développé aussi l'usage des véhicules électriques. C'était extrêmement important de permettre à l'ensemble des salariés de tester les véhicules électriques pour qu'ils puissent finalement mieux accepter cette transition. Donc on a développé l'autopartage, on a favorisé l'allocation de véhicules électriques, on a permis d'ailleurs à certains salariés d'utiliser ces véhicules à des titres personnels sur des courtes durées pour qu'ils s'essayent à ces véhicules. On a accompagné aussi avec des offres aux salariés du groupe pour que eux-mêmes puissent s'acheter pour leurs propres besoins des véhicules électriques, des bornes au domicile. On a fait énormément d'actions de communication, de sensibilisation, on continue de le faire, de la formation, alors pas l'éco-conduite, mais en tout cas la conduite adaptée à la mobilité électrique, hein. On change un peu de mode de fonctionnement, de logiciel de conduite. Évidemment, on a mis en place des mesures d'intéressement, c'est un objectif qui est partagé entre toutes les entités, et puis on a mis en place des baromètres, justement, qui permettent de mieux comprendre les évolutions dans les tendances et l'appréciation des différents salariés. Et ce qui a été important aussi, c'est que justement, on a été innovant, hein. Notamment, on a assez rapidement vu que finalement, il y avait des salariés, des techniciens qui retournaient par exemple chez eux avec leur véhicule de service. Et évidemment, quand ils arrivent chez eux et qu'ils rechargent leur véhicule de service, ben, il n'est pas question qu'ils puissent qui paye finalement la recharge de ce véhicule de service. Et donc, du coup, on a développé des solutions de bornes connectées qui permettent finalement, avec deux passes, un pass professionnel, hein, et un pass personnel, on les voit,
le pass personnel, le pass Easivia, c'est le bleu, et puis le pass professionnel, c'est celui qui est juste en dessous. Ben, en fonction du véhicule qui va être chargé, si c'est un véhicule de service, ben, il passe le pass professionnel, et les données de comptage sont renvoyées directement à Easivia, hein, qui est notre opérateur interne, et qui va rembourser le salarié de la charge qu'il aura réalisée sur son véhicule professionnel. Donc ça, c'était un élément extrêmement important d'acceptabilité de l'ensemble des salariés à aller vers les véhicules électriques. Et puis, on a aussi mis en place des solutions innovantes, notamment le smart charging. Alors, qu'est-ce que c'est que le smart charging? C'est cette capacité à piloter la charge du véhicule pour que, en fait, on puisse modérer les appels de puissance. C'est vrai que quand on arrive souvent au bureau, bah, avec son véhicule de service, ou même à titre personnel, bah, on va se brancher immédiatement. Et c'est peut-être pas forcément, puisque tout le monde arrive au même moment, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour le faire. Et donc du coup, il y a ces systèmes de pilotage qui ont été étendus à l'ensemble des charges, pour pouvoir justement moduler la puissance, agir pour éviter des pics d'appel, et réduire l'empreinte carbone, et le coût de la charge. Allez, je finis très, très rapidement sur le transport lourd, et on l'a vu, ça vous concerne un petit peu moins, mais quand même pour vous dire que les camions électriques arrivent, hein, on les voit là, 2 camions MAN qui arrivent sur notre centre de recherche des Renardières. Donc comme ça, on voit pas beaucoup de différence, sauf que si on les entend, on entend qu'il n'y a plus de moteur. Donc ce sont des camions qui ont des autonomies aujourd'hui de 5 à 600 km, hein, qui consomment 1 kWh au kilomètre. Et l'année dernière, il s'en est vendu un peu plus de 600 sur 40 000. Alors ça reste 1,4% de part de marché sur les véhicules, mais ils arrivent, et les constructeurs, eux aussi, ils souhaitent proposer ces solutions. Et quand on projette finalement le parc à 2050, on voit que ça va devenir vraiment quelque chose qui va se développer. Il y a une certaine époque, on hésitait de savoir finalement, est-ce que ce transport lourd, il va plutôt être l'apanage de l'hydrogène avec les piles à combustible, mais aujourd'hui, non, les solutions de batterie qui sont proposées, des niveaux d'autonomie sont aujourd'hui font que même le transport lourd basculera routier, en tout cas, basculera à l'électrique, et on projette nous-mêmes des évolutions à 60% de part de l'électrique sur le transport routier en métropole. Mais voilà, on constate ces mêmes tendances sur l'ensemble des territoires. Et tout ça, pourquoi? Ben parce que en fait, là aussi, l'évolution complète montre que à l'horizon d'une quinzaine d'années, on le voit ici sur la courbe qui est présentée, hein, c'est une étude qui a été réalisée par Carbone 4, aujourd'hui en centimes d'euros par millier de kilomètres. C'est bien l'électrique qui est aussi aujourd'hui qui est pas bien placé, parce que en fait les tracteurs routiers restent chers parce qu'il y en a assez peu. Le développement va faire baisser les prix, et on devrait justement d'avoir une réelle baisse, et une solution électrique qui sera très très compétitive, déjà à l'horizon 2030, mais encore plus à des horizons plus lointains. Donc les entreprises qui ont un rationnel économique au premier titre devraient basculer assez globalement sur l'électrique. Voilà, et là aussi, on devrait avoir finalement des infrastructures de recharge qui vont s'adapter aux différents usages, que ce soit au dépôt. On va retrouver des niveaux de puissance qui sont pas forcément très très éloignés de ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans la mobilité légère, hein. On a le temps de se recharger quand on est au dépôt. Et puis ensuite, soit à destination, soit en charge, ben, finalement le chauffeur reste plusieurs dizaines de minutes sur place, le temps de charger ou de décharger. Donc là, on va trouver des niveaux de puissance entre 100 et 200 kilowatts. Et puis euh, sur la route, voire l'autoroute, on va retrouver là des niveaux de puissance beaucoup plus élevés. On commence à parler de mégawatts, hein, de mégawatt charging system, le MCS.
Donc, possiblement, on devrait retrouver beaucoup moins là d'infrastructures, mais finalement avec des niveaux de puissance beaucoup plus élevés. Et puis là, le dernier point, là aussi, le smart charging qui permet de réaliser de réelles économies. Là, c'est un exemple sur des entrepôts de Amazon, hein, avec notre filiale Drive, qui, vous voyez, finalement, les chauffeurs, en règle générale, arrivent à 18 heures, ils branchent leur fourgon, et puis à 21 heures, la charge est finie. Et en fait, nous, on va prendre la main sur la charge, d'abord pour aller chercher des heures qui sont moins chères, plutôt en milieu de nuit, hein, où, c'est la courbe rouge là, à 3 heures, et puis on va réinterroger jusqu'au temps réel cette charge pour aller chercher des points particuliers pendant la nuit qui sont particulièrement qui peuvent être moins chers, et donc du coup piloter la charge, vous voyez que ça peut être vraiment en dents de scie, et puis proposer un départ de véhicule qui soit complètement chargé en fin de matinée. Voilà ce que je voulais vous partager pendant ces 3 quarts d'heure de présentation. Alors, merci beaucoup Didier pour cette présentation. Alors, il y a déjà eu quelques discussions et quelques questions dans le fil de conversation. Donc, je propose, Didier, qu'on les balaye dans l'ordre. Alors, effectivement, il y a Monsieur Lambert qui nous dit que l'autonomie de sa Zoé est de 300 km. C'est une Zoé 40 kWh. Bon, la mienne a une autonomie de 400 km, mais je ne sais pas si c'est une 40 kWh ou plus. Voilà. Alors les Première dernières question. sont plutôt 53 kWh, hein, d'ailleurs. 53 kWh, d'accord. C'est les nouveaux Bon, j'avoue, modèles. je sais. C'est possible que ça soit une des dernières parce je crois on a 12 000 km d'utilisation, donc effectivement, c'est peut-être une plus récente. Oui, je La pense. première question, c'est est-ce que l'on a un premier ex sur la bascule vers le véhicule électrique chez EDF en termes de satisfaction des utilisateurs, du coût, parce que tu parlais du coût global, hein, qu'il fallait que ça ne n'impacte pas quelque part les finances du groupe EDF. Et est-ce que ça rend le service attendu? Est-ce que les gens sont plutôt satisfaits? Est-ce qu'il y a eu des cas d'usage où finalement c'était pas à la hauteur de ce que les gens espéraient? Voilà. Est-ce qu'on a déjà un premier retour là-dessus? Alors, ce qu'on a pu constater, c'est qu'aujourd'hui, quand on a réalisé les études de cas d'usage, et que, en fait, c'est vrai qu'on s'est astreint à réaliser l'essai dans notre centre de recherche de l'autonomie réelle des véhicules, hein. On a des jockeys qui ont parcouru 300 km avec les voitures pour tester réellement dans les conditions, avec des mouchards embarqués, hein, dans toutes les conditions, tester l'autonomie réelle, parce que évidemment, il y a des normes qui fixent les niveaux d'autonomie, et puis quand on s'écarte de ces utilisations normatives, on s'écarte évidemment des autonomies qui sont annoncées par les constructeurs. Donc on veille beaucoup à avoir une vision très précise de la performance et de l'autonomie des véhicules. Et on sait bien que, par exemple, le CX, hein, le taux l'effort de pénétration dans l'air est très très important. Et puis aussi l'état de charge des véhicules, hein. On sait que quand on a des techniciens, notamment dans le domaine de la distribution, qui transportent énormément de charges très lourdes dans leur véhicule, et ça joue beaucoup sur l'autonomie. Donc voilà, on sait, quand on propose finalement un véhicule au métier, on sait parfaitement bien le qualifier. Et donc, par rapport à un cas d'usage, on a un certain nombre de garanties. Le deuxième point, c'est qu'il faut absolument, et par le passé, on a pu manquer ça, c'est d'avoir les infrastructures de recharge au moment même où les véhicules arrivent, hein. Et quand c'est pas le cas, c'est extrêmement compliqué, parce que les métiers, ils n'ont pas la capacité de se recharger. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de louer des véhicules thermiques en plus d'avoir les véhicules électriques. Donc là, pour le coup, c'est un impact très important d'un point de vue financier. Donc quand on a levé vraiment ces freins-là, en règle générale, il y a vraiment strictement aucune difficulté. Après, le constat que l'on peut faire, mais c'est lié finalement au smart charging. C'est vrai que voilà, il faut avoir plus d'accompagnement pour se dire: «Bah, non, effectivement, peut-être que vous aurez, eu un véhicule qui sera moins chargé que ce que vous imaginiez, parce qu'il a fallu qu'on module,
la puissance de recharge du véhicule, mais on vous garantit un certain niveau de charge. Mais voilà, quelquefois, il y a pu avoir un peu d'effets un peu déceptifs, voire même des surprises en reprenant le véhicule en pensant qu'on allait être rechargé à 100%. C'est juste parce que effectivement, on a manqué un peu dans notre communication. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de satisfaction est très élevé. On constate que quand on fait l'analyse globale du coût de notre flotte, plus on électrifie, plus le coût de notre flotte baisse. Donc ça indique bien que finalement l'objectif de maîtrise du coût d'exploitation de notre flotte de véhicules est bien au rendez-vous. Donc globalement, ça se passe très bien. Voilà, on a quelques difficultés qui nous amènent à améliorer notre communication, mais vraiment rien d'insurmontable. Ok, merci Didier. La deuxième question dans le fil, c'était quelle est la puissance pilotable en France sur la totalité des bornes installées? Ça, je saurais pas vous répondre. Je pense, je pense qu'on est à plusieurs centaines de mégawatts. Alors, ce qui est difficile, c'est bornes pilotables. Alors, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on a équipé l'ensemble des dépôts de bus de la RATP. Donc, la RATP, donc la Régie parisienne de transport, hein, vous connaissez, dispose de 1000 bus électriques. Et donc ils ont, évidemment des centres, de dépôt avec une borne qui alimente le bus, et donc c'est Drive, notre filiale, qui pilote cette recharge. Et en fait, avec ces 1000 bus, ils disposent de 100 mégawatts de modulation. Donc là, c'est extrêmement important, hein. Donc, en fait, c'est la capacité, aujourd'hui, la flexibilité qui va être offerte par le transport lourd, c'est vraiment ça qui va permettre de jouer sur finalement les services systèmes et l'équilibre. Je dirais qu'à côté de ça, il y a 1 300 000 véhicules électriques en France. Il y en a une très très large partie qui sont sur des prises renforcées, donc pas pilotées. Et nous, on fait vraiment la promotion que systématiquement, ceux qui possèdent des véhicules électriques plutôt choisissent des bornes qui soient à un niveau un peu supérieur, aux alentours de 7 kW, mais qui peuvent être connectés au compteur communicant pour, à minima, déclencher la charge du véhicule en heure creuse. C'est pas vraiment une flexibilité, mais au moins qu'il y ait ce décalage de la charge qui est souvent naturel quand on rentre à la maison en fin de journée et qu'il est vraiment bénéfique pour le réseau et pour le système électrique de décaler en heure creuse. Donc voilà, les enjeux, ils sont plutôt je dirais plusieurs centaines de mégawatts avec 100 mégawatts de flexibilité avec le transport lourd, et puis 100 mégawatts plutôt de décalage heure pleine, heure creuse, avec, avec euh, les bornes connectées et la bascule heure pleine, heure creuse le compteur. Ok, merci Didier. Alors, dans le fil de discussion, il y avait une dernière question, mais tu y avais déjà répondu, je pense, partiellement. La recharge intelligente ne risque-t-elle pas d'influencer le temps de recharge? Oui, bien sûr, effectivement, en fait, ça l'influence fatalement, puisque ce smart charging, il a vocation à baisser des niveaux de puissance quand on est sur la tension, quand on observe de la tension sur le système électrique. Donc, forcément, on peut décaler, mais malgré tout, en fait, on a développé aujourd'hui des applications qui sont disponibles d'ailleurs sur l'application EDF et moi, hein. On peut d'ores et déjà, en métropole en tout cas, euh, piloter son véhicule électrique via son application EDF. La première question que l'on pose client, c'est de dire finalement quel est votre besoin de recharge?
Et bien souvent, on n'a pas besoin de partir le matin avec 300 kilomètres d'autonomie, tous les matins. Et donc, on peut s'autoriser d'avoir des charges un peu plus lentes et de moduler cette charge. Mais malgré tout, voilà, la promesse, c'est d'avoir, le bon niveau, la bonne autonomie de charge au moment, qui évolue. Il y a peut-être une question, que vous auriez pu me poser en même temps, c'est est-ce que finalement ce smart charging a tendance à dégrader la batterie? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on rencontre souvent et en fait, on s'aperçoit que non, au contraire, on a plutôt tendance à améliorer la durée de vie de la batterie. Pourquoi? Parce que en fait, finalement, on fait beaucoup, on mène pas mal d'études dans notre centre de recherche sur, finalement, le vieillissement des batteries et ce qu'il faut pour, garder une batterie dans son parfait état, c'est de la faire cycler, voilà, la charger, décharger entre 20 et 80. Dès lors que vous la chargez, au-delà de 80 et surtout si elle reste chargée très longtemps, là, ça va dégrader beaucoup et puis, de la même manière, la faire baisser en dessous de 20 d'état de charge de batterie, ça c'est aussi nocif et donc finalement le smart charging, on va toujours osciller dans ces valeurs-là, alors que quand on fait une charge un peu naturelle, bah, on ne va pas se réveiller en plein milieu de la nuit pour, retirer son câble quand on a atteint 80. Donc on a plutôt tendance à largement améliorer, même si on cycle davantage pour, justement faire cette modulation. Mais on le fait toujours dans des zones qui sont tout à fait acceptables, pour la batterie, donc on a tendance à améliorer sa durée de vie. Donc, merci Didier, parce que c'était une question que j'avais posée de mon côté. Je ne l'avais pas mis sur le fil. Et moi, j'avais une autre question. L'Université de Guyane s'est rapprochée de nous pour travailler sur un projet européen qui concerne la recharge par induction. C'est-à-dire, on s'affranchit des câbles, qui des fois peuvent être détériorés, volés, perdus, etc., etc. Euh, Quels sont un peu le point sur cette technologie? Effectivement, j'imagine que le rendement est peut-être un peu moins bon, les coûts peut-être plus élevés. Qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus? Bah, en fait, c'est non, non, d'ailleurs nous-mêmes, côté R&D, on a aussi des partenariats universitaires avec l'université de Grenoble sur le sujet. On s'aperçoit que les rendements sont excellents, de la recharge, par induction. Et d'ailleurs, c'est un usage qui peut tout à fait se développer, mais plutôt sur des marchés de niche, hein. D'ailleurs, on le voit dans certains pays et notamment, dans des pays, nordiques, en Suède ou en Norvège, bah, des taxis qui se rechargent par induction, alors ça permet d'avoir, des niveaux de puissance, très élevés sur des temps assez courts avec un stationnement qui est assez simple, hein, évidemment. On se positionne sur une place et la charge se déclenche. Donc je pense que la principale difficulté, c'est qu'il faut pouvoir équiper, les véhicules et aujourd'hui, ce type de technologie, un peu comme le battery swapping, on le retrouve, je dirais, sur des très grandes flottes de véhicules qui sont, prééquipés, d'usines. Alors ça peut être des taxis justement ou des camions, mais voilà, donc c'est la difficulté, c'est trouver le système inductif qui va pouvoir s'adapter à n'importe quel type de véhicule. Aujourd'hui, ça reste compliqué parce que les constructeurs n'ont pas fait ce choix, aujourd'hui et ne prééquipent pas leurs véhicules de ce système. Donc c'est plutôt un usage, je dirais, privatif dans le cadre de l'exploitation d'une flotte. Ok, parfait. Merci Didier. Vu l'heure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est bientôt 23 heures sur Paris, est-ce qu'il y aura encore une dernière question? N'hésitez pas, soit à l'oral, soit à vous la taper dans le message. Parce que moi j'en ai une, hein, toujours, j'ai toujours une dernière question, mais là c'est beaucoup plus large. C'est, tu nous as parlé du potentiel d'électrification des usages, hein, qui est dans plusieurs domaines. Tu nous as parlé des pompes à chaleur, des fours à gaz qu'on pourrait convertir dans des fours électriques. Tu nous as parlé des data centers. On a vu beaucoup d'annonces dans la presse, hein, avec des entreprises ou des pays qui veulent investir en France là-dessus. Pour toi, quels sont les deux secteurs les plus promoteurs ou les deux
sur lesquels il serait le plus difficile de convertir justement leur usage en électricité à court terme. C'est-à-dire on n'a pas trouvé de moyen de substitution ou on n'est pas encore sûr peut-être du rendement ou de la viabilité économique de ces choses-là. Donc les deux plus sûrs, les deux plus promoteurs et les deux plus difficiles à convertir. Ouais, je dirais que alors en fait, ceux qui aujourd'hui, sont les plus je dirais les plus prometteurs, c'est la mobilité, hein, c'est à la fois un secteur sur lequel, aujourd'hui, il y a une proposition, une offre qui est assez considérable et c'est vrai qu'on entend souvent de dire: «Mais il y a des vrais problèmes d'autonomie avec les véhicules». Vous savez qu'il y a plus de 200, véhicules qui sont proposés, toutes marques confondues, qui ont des autonomies de plus de 500 kilomètres. Donc, aujourd'hui, il y a une offre qui est pléthorique, dans ce domaine, qu'il faut être en mesure d'accompagner et notamment, on le voit, le TCO, c'est le coût complet, mais c'est le véhicule, il reste cher à l'achat, mais évidemment, il est beaucoup moins cher à l'exploitation. Mais donc il faut être en capacité, de les acheter. Alors il y a l'occasion qui se développe, mais là, pour autant, il y a des les produits sont vraiment, disponibles et de très bonne qualité. Et puis, le deuxième secteur sur lequel il est simple d'électrifier, je dirais, c'est l'habitat, hein. Là aussi, les solutions existent, elles sont matures. Alors, il peut y avoir quelques sujets d'intégration parce que des pompes à chaleur, bah, c'est des unités extérieures, ça se met pas forcément, n'importe où, n'importe comment, mais en l'occurrence, là aussi, les systèmes thermodynamiques se développent, énormément, partout dans le monde, et donc c'est un marché avec, énormément de disponibilité. Donc ça, c'est des secteurs qui devraient s'électrifier, relativement, facilement. Les secteurs qui sont beaucoup plus complexes, bah, c'est plutôt le domaine, industriel, même si, j'ai pu citer que il y a des systèmes qui sont matures, hein, complètement, mais il y a encore un certain nombre de verrous à lever, notamment, bah, par exemple sur les pompes à chaleur. Il faut monter en température pour accéder à des usages qui sont beaucoup plus élevés. Aujourd'hui, on sait fabriquer, produire, avec des pompes à chaleur du 130-150 degrés. Bah, il faudrait aller un petit peu plus haut, produire de la vapeur déjà. Les industriels sont utilisent beaucoup plus de vapeur. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de produire ça avec des pompes à chaleur. Et puis il y a évidemment, des pans de l'économie industrielle ont plus de difficultés à se convertir, hein. Par exemple, si on peut parler de l'acier, qui aujourd'hui utilise les hauts fourneaux pour produire l'acier primaire. Ben, il y a des solutions, technologiques, hein, soit par, réduction directe avec de l'hydrogène évidemment, bas carbone, ou bien, par, des procédés électrolytiques. Évidemment, les grands producteurs d'acier mondiaux s'intéressent à ces solutions. Elles restent encore à l'état de prototype aujourd'hui, mais c'est évidemment des solutions qui vont a priori apparaître, dans les années futures, parce qu'on oublie souvent que finalement, enfin, on dit, il y a un impact climatique certain par l'utilisation des fossiles, mais il y a aussi, le fait que c'est une énergie qui est aussi, qui est finie, hein, et dont finalement en 2050, on devrait avoir, finalement une réduction globale de la production mondiale, et donc des impacts assez forts sur l'industrie, le secteur industriel qui donc de toute façon aura à opérer une transition, vers l'énergie, bas carbone. Donc voilà, mobilité, habitat plutôt, dans les secteurs qui sont les plus faciles, je dirais, à électrifier. Et puis, le secteur industriel et puis peut-être, voilà, l'aérien, le maritime qui seront, des secteurs qui auront un peu plus de difficultés à s'électrifier, mais sur lesquels, il y a aujourd'hui des solutions qui sont en développement. Merci Didier. Alors, est-ce que parmi l'auditoire, il y a encore une dernière question? On n'aura pas tous les jours l'occasion d'échanger avec Monsieur Roustan, donc n'hésitez pas. Parce que sinon, moi, j'ai plein d'autres questions encore. Je continue. Bon, une dernière et après, on arrêtera là.
On parle donc de ces batteries de véhicules électriques, tu as dit, plus de 200 modèles qui ont au moins 500 km d'autonomie. Malgré tout, avec le temps, la performance de la batterie diminue. À un moment donné, on entendait parler que ces batteries pourraient être utilisées pour servir de stockage d'électricité, alors soit à la maison, soit dans d'autres endroits. Où en sont les recherches là-dessus? Est-ce que c'est vraiment une piste prometteuse? Est-ce que pour l'instant, c'est plus trop d'actualité? Qu'en est-il? En fait, c'est l'usage de la batterie de seconde vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, la mobilité utilise des batteries avec il y a une garantie, qui est constructeur sur, finalement un état de santé, au moins 80 de la batterie durant la vie du véhicule. Et donc du coup, effectivement, faut imaginer, quand on est en deçà de 80, même si les autonomies restent très bonnes, bah, finalement, c'est un usage la batterie n'est plus qualifiée pour cet usage. Euh, on a eu l'occasion, de visiter la refactory de Renault, hein. Vraiment, les constructeurs et plus globalement la filière est en train de se restructurer pour euh, recycler ces batteries. Elles peuvent être recyclées dans des batteries de seconde vie pour des usages stationnaires. Bon, le fait est aujourd'hui que c'est encore un peu difficile de percevoir, finalement ce marché, tout simplement parce que le prix des batteries ne cesse de baisser. Et aujourd'hui, bah, les batteries de seconde vie qu'on nous propose sont généralement plus chères que les batteries neuves qu'on peut trouver sur le marché. Donc aujourd'hui, ça reste un vrai sujet, hein, l'utilisation, mais avec une filière du recyclage qui est en train de se structurer. Donc il n'est pas dit effectivement dans l'avenir que finalement, ces batteries retrouvent une vie, que ce soit sur d'autres usages ou bien en recyclage. C'est encore un petit peu trop tôt pour le dire, parce que effectivement on est dans une tendance, je vais dire, un peu économique qui ne favorise pas cet usage. Et puis malgré tout, bon, l'utilisation de ces batteries est encore assez jeune, hein, même si on a des vieux souvenirs de véhicules électriques des premières générations qui fonctionnent depuis longtemps. Malgré tout, quand on a visité cette usine, il n'y en avait pas beaucoup, hein, des batteries, tout simplement parce que à l'usage, on voit que c'est très solide, hein. Il n'y a pas beaucoup de perte d'autonomie. Et puis, ça reste encore un marché assez jeune. Ok. Ben, merci beaucoup Didier pour toute ton expertise et ton partage. Je ne vois pas de main qui se lève pour poser une question. Voilà, donc on va considérer que le webinaire est clos. Merci encore une fois. Merci à Merci. tous pour votre participation assidue et pour vos questions posées. Donc le webinaire sera disponible, hein, comme je l'ai dit, et pour ceux qui veulent le revisionner, ben, n'hésitez pas. Et je vous dis à une prochaine. Donc le prochain webinaire aura lieu lundi soir, c'est une exception, toujours pareil, à 17 heures en Guyane, et ça sera sur l'innovation sociale. Bonne Merci à soirée à tous pour tous. votre écoute. Merci beaucoup. Merci à toi Didier. Merci, bonsoir.